Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement dans une affaire assez hallucinante. Aujourd'hui, on est vraiment... Moi, ce qui me choque le plus, c'est de voir que on est assis sur un système mort, vraiment, mais qui pue la charogne. La bulle politico-médiatique, elle pue la charogne. C'est vraiment... Tu n'as pas envie d'être là. Et pourtant, on nous l'impose matin, midi et soir. Et nous, qui sommes quand même le vent d'air frais, où on t'informe, où en plus, on vérifie les sources, on fait un vrai travail de journalisme. Et on te fait pas le coup de la peur, on ne prend pas ces gens au sérieux, et c'est heureusement d'ailleurs qu'on ne le fait pas parce que ça les bouscule un peu. Regarde Sky et son interview de Bruno Le Maire, ça remet un peu les choses au point. Bravo à Sky. En effet, il faut rendre hommage à Sky. Abonnez-vous à la chaîne Thinkerview. Il faut rendre. Alors évidemment, Sky s'est fait attaquer par la presse poubelle, s'est fait attaquer par la presse zombie directement, parce que vous savez, les zombies, ça cherche les cerveaux. Vous savez, dans tous les films d'horreur, les zombies cherchent les cerveaux. Donc ils en ont pas, évidemment, leur cerveau est pourri. Donc eux, ils veulent se nourrir de cerveau. Donc ils cherchent les cerveaux frais. Et là, Sky, il a un cerveau frais. Donc les zombies sont venus lui tomber dessus. C'est normal, c'est normal. Vous devez bien comprendre ça. Et effectivement, il a gommé Bruno Le Maire. C'est comme ça qu'une vraie interview se fait, putain. C'est comme ça. Bien sûr. Non, mais attends, les gens, ils attendent pas que tu écrives des bouquins. C'est quoi? Comment tu défends ton bilan pourri? Des bouquins de cul, en plus, pardon. Et à chaque fois, tu regardes, là, encore une fois, Dami Damiel qui présente ses excuses pour là où il aurait dû présenter sa démission, et personne va lui dire mais en fait pourquoi vous démissionnez pas? Enfin, c'est quoi ce gouvernement de bras cassés qui ne tiennent que parce que Macron les tient, parce qu'il n'a plus personne, s'il y en a un qui démissionne, c'est foutu. Et là tu te dis mais on est quand même vraiment dans les derniers jours de la perestroïka, quoi. C'est une fin de régime crépusculaire, puisque le lawfare, c'est vraiment utiliser la justice pour descendre les opposants politiques. Et effectivement, c'est plutôt dans des régimes qui ne sont pas très démocratiques, mais on a la même chose chez nous. C'est-à-dire que Macron, il fait campagne, il sort de nulle part, il sort un parti de McKinsey qui n'existe pas, il planque sa thune de chez Rothschild, il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Alors il est censé avoir tout claqué, décidément incroyable. Il n'y a pas d'enquête sur sa thune de Rothschild. Ensuite, que fait la commission des comptes de campagne? Elle s'occupe de Mélenchon. Ouais. Il faut que je t'arrête là parce que, et on va parler de Mélenchon, c'est tout à fait ça, parce que c'est le dernier grand souverainiste qui peut rester, et il se fait démonter. Mais c'est exactement ce que tu dis, parce qu'il y a un point important, tu dis Macron est censé avoir tout dépensé. Bah non, puisque il n'a pas payé d'impôts dessus. Donc il a rien, il peut pas dire. Et le simple fait évaporé, en fait. Voilà, mais le simple fait qu'on le dise qu'il a tout dépensé, n'importe quel journaliste devrait dire mais c'est un deuxième mensonge scandaleux. Parce que oui, ça a été dit. Ça a été dit. Alors, ce n'est pas possible, sinon le mec il serait en taule pour fraude fiscale puisqu'il n'aurait pas déclaré ses revenus. S'il a dépensé cet argent. Mais il n'a pas déclaré, donc c'est de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale d'associés de chez Rothschild. Non, c'est de l'évasion. Mais de l'évasion, c'est pas de l'optimisation. Parce que l'optimisation. Comment se fait-il que personne ne s'intéresse à ça? Alors qu'il est en campagne, alors qu'on flingue Fillon pour un costard et un emploi fictif de sa femme. C'est impressionnant. Et là, les mecs font comme s'il n'y avait rien. Il n'y a pas de sujet. C'est génial. Donc c'est vraiment en effet dans le cas sur Mélenchon, parce qu'on voit en fait, alors LFI si tu veux n'est pas centrisable. LFI peut uniquement devenir inoffensif en mode ça va être un parti de LGBTQ+, qui s'occupera pas des vrais sujets. Voilà. Et c'est en train, il y a une frange de LFI qui est en train littéralement de transformer LFI en ça. Et le seul gars qui empêche ça, c'est Mélenchon. Il y avait Corbière aussi. Il y avait Quatennens, mais il est hors circuit. D'ailleurs, pareil, pour des sujets où les macronistes, je te rappelle qu'il y a un gars qui versait des diurétiques dans les cafés de ses secrétaires, qui s'est pas fait cancel comme Quatennens. Donc ça aussi, il faudra vite fait avoir deux, trois enquêtes là-dessus. Mais LFI, c'est très intéressant parce que les médias savent pas quoi en faire. Donc on sent qu'ils veulent le lobotomiser, qui veulent en faire vraiment cette espèce de parti Sarwell Diabolo LGBT qui n'aura plus aucun rôle politique réel, qui ne parlera que de trucs complètement inutiles pour les Français et qui ne correspondent absolument pas aux besoins nationaux, ou bien alors il faut qu'ils l'atomisent. C'est quoi ton point de vue? Je te laisse poursuivre là-dessus. En fait, c'est l'un ou l'autre, mais ça c'est un autre sujet sur la stratégie LFI, mais c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est très sorosienne de la fondation Soros Open Society Agenda 2030, très compatible sur beaucoup de sujets.
Puis après, il y a la question du souverainisme qui est encore traitée, comme tu disais, de manière légère, mais importante quand même dans le programme, notamment sur l'industrie. Et ça, c'est quelque chose qui rend les choses difficiles. Mais c'est que en fait, tu as un agenda et un parti ou un type de parti, donc Glucksmann et Macron, qui bénéficie d'une amnistie de presse totale. C'est-à-dire que rien ne peut accrocher sur Macron en termes de scandale. Le Ubergate, la gestion du Covid, bien entendu l'affaire Alstom, etc. Rien ne peut accrocher sur lui. Que dalle. Et tous les autres, tout accrochera sur eux. Regarde Juan Branco qui se prend une fausse accusation de viol qui aurait dû être classée depuis longtemps et qui n'est pas classée comme par hasard, alors que l'ordonnance de classement avait été rendue. Évidemment. Regarde tous les opposants, et en fait, on voit ça dans plein de pays. C'est-à-dire que dès que tu n'es plus dans la ligne de l'extrême centre, en fait, les médias vont t'assassiner et ils vont détruire la démocratie avec l'argent du peuple, fondamentalement. Et les juges, il ne faut pas oublier les juges qui participent aussi de cette pantomime. Oui, mais c'est encore une fois, les gens ne savent pas tout ça. Ils se retrouvent. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de s'informer, cherchent pas à s'informer et pensent que ils ont affaire quand même à des autorités bienveillantes, à des partis qui ont le sens commun, à des hommes et des femmes d'État qui aiment le service de la nation. C'est fini tout ça. Vous avez affaire au mieux à des TikTokers qui sont là pour faire carrière dans l'entertainment ou à des pervers qui sont là pour s'en foutre plein les fouilles et disparaître une fois que tout aura cramé. Donc on est seul et pour ça il faut vraiment faire masse, il faut arriver à un moment à dire voilà, ça ne peut plus marcher parce que dorénavant quand vous allez voir ces gens-là débarquer, vous allez leur tourner le dos de manière très polie, de manière très calme, mais vous ne les regarderez pas, vous ne serrez pas les mains, vous ne direz pas bonjour, vous ferez pas semblant avec ces gens-là. Et d'ailleurs ça commence à se voir, tu sais, sur les mecs qui sont là, les jeunes avec Édouard Philippe et tout, qui essayent de vendre leurs tracts sur les marchés, les gens ils sont là mais ça va pas la tête, qu'est-ce que tu fais? Moi juste un instant, ouais. Passé en mono, ton son est passé en mono, le son est bien meilleur, mais t'es passé en mono. Si tu peux le remettre en stéréo, juste. Alors, est-ce que là, normalement, c'est bon là? Non, c'est pas bon. Passé, ou bien t'as débranché le micro un peu, ou enfin t'es passé en mono en tout cas. Les gens nous disent qu'ils t'écoutent. Normalement, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours le problème de son sur StreamYard. C'est exactement ce que tu dis. On a vu Attal typiquement avec les gitans, c'était merveilleux. C'est-à-dire vraiment, le cas de Attal face au Lopez, on parle quand même d'un type qui veut mettre un coup de pression à Poutine. Je veux dire, pardon, hein, mais voilà, un type qui veut mettre un coup de pression à Poutine se fait expliquer la vie par un camp de gitans. Bon, et là, pareil, aucun média qui est là pour t'expliquer peut dire, ça va pas en fait. Hein. Déjà, qu'est-ce qu'il foutait là Et ensuite, très bien. Maintenant qu'il a décidé lui-même de venir là, ce qui en soi est une décision débile. Vous avez devant vous la preuve que le type n'est pas du tout taillé pour être président, quoi, tout simplement. Non. Mais aucun, enfin, je veux dire, là, sur les candidats du bloc central, ils savent très bien qu'ils ont vraiment affaire à vraiment du second choix et que ça peut pas marcher, même médiatiquement. C'est-à-dire que Attal, ça ne marche pas. Philippe, impossible. Donc il faut vraiment y aller, mettre les louches. Alors là, t'imagines, Darmanin s'est rallié à Édouard Philippe et c'est déjà un phénomène. C'est génial. C'est genre, une prise de poids dans la campagne d'Édouard Philippe. On parle de Gérald Darmanin. Tu veux pas sucer pour un appart. Donc c'est vraiment, on est au degré zéro de la politique et pourtant ils en sont encore fiers. Tu vois, ils disent, ça tient. Et moi j'adore les voir parce qu'en fait, tu les vois faire comme si on était en 1988, 92, 93. Allez, cela jouait un peu Chirac. C'est bidon. Tout est bidon. Les mecs n'ont pas la profondeur, ils ont jamais vraiment, à part éventuellement Édouard Philippe qui a été élu local au Havre pour le peu de temps qu'il passe au Havre, mais sinon c'est des mecs, ils n'ont aucune expérience, ils font semblant, ils ne font que faire semblant, c'est des lobbyistes, c'est des communicants, c'est des influenceurs, c'est rien en fait. Et donc il n'y a pas de pensée politique derrière tout ça, il y a du slogan, il y a de la com, il y a de l'agitation, et Attal c'est exactement ça, c'est le pire d'ailleurs, puisque vraiment quand il arrive devant le camp de gens du voyage avec toute cette condescendance, ce racisme assumé pour dire c'est moi le patron, vous allez voir ce que vous allez voir, les gens le reçoivent. Non, déjà vous coupez vos caméras, puis on va discuter. Venez monsieur, parce que le problème c'est pas nous, c'est la mairie, c'est machin, c'est le département, c'est vous. Et là il filme pas quand il sort de cette réunion. Là il y a plus de caméra, tu vois. Et pourtant, je pense qu'il sort, il regarde ses chaussures, quoi. Il a compris que ça se passera pas comme ça. Et les Français doivent être comme ces gens du voyage. C'est à un moment, tu les reçois poliment, tu leur dis coupez aux caméras, mais là non, tu vas pas me baratiner.
c'est bon. On a eu Macron 2 fois. Je pense que maintenant, on est vacciné et on a pris le booster. Donc, ça, pardonne-moi d'insister. On va peut-être soit te laisser te connecter, te reconnecter, parce que les gens me disent qu'ils t'entendent que sur un écouteur depuis que tu as fait. Franchement, alors, moi, je ne comprends pas. J'ai annulation de l'écho, son stéréo, ajusté automatiquement le volume du micro. Tu dois avoir un truc de la console qui a été débranché ou un bouton que tu as touché tout à l'heure. Parce que je t'ai vu toucher un bouton ou un truc comme ça. Je pense que c'est là que ça s'est passé. Là, c'est bon, là, c'est bien. Est-ce que là, c'est bon? Est-ce que, bon, vous nous direz. En tout cas, c'est passionnant. Mais voilà, nous, on est là pour vous montrer que n'importe qui peut le faire. Que, en fait, vous devez créer vos chaînes, vous devez créer vos médias. Le Canard Réfractaire montre bien l'exemple là, parce qu'ils ont créé un modèle coopératif. Puis alors, en filigrane de tout ça, on a le problème du parisianisme, c'est-à-dire que la France est vraiment aujourd'hui parasitée par cette espèce de parisianisme abominable. Glucksmann qui vous dit je me sens plus chez moi à New York qu'à Clermont-Ferrand ou à Bourg-en-Bresse. Et ça, c'est, si vous voulez, ça fait que ces gens-là veulent être déconnectés du reste de la France, fondamentalement. Ouais. Et vous avez le Canard Réfractaire qui est en Bretagne et qui vous pose masterclass sur l'organisation d'un média, quoi. Donc, exactement. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler de ça parce que le Canard Réfractaire, figure-toi qu'ils seront au Festival du Monde Moderne. J'ai eu Johan le 3 octobre à Alex. On fait ça dans la Drôme. Si toi, tu es à Paris, je t'ai lancé l'invitation également. Ce serait super de t'avoir parce qu'on fait une journée de conférences et de concerts le soir. Volontiers si je suis en effet en octobre à ce moment-là à Donc, Paris. Le 3 octobre, c'est début octobre. Voilà, mais c'est dans la Drôme. Et voilà, je vais faire beaucoup de com parce que se rencontrer en réel, aussi travailler ensemble, je pense que c'est extrêmement important et montrer que voilà, il y a de la vie et il y a une volonté de faire de l'information citoyenne pour contrecarrer justement cette presse zombie et ces médias qui sont là pour nous traiter comme des enfants, comme des idiots. Enfin, c'est insupportable de voir. Enfin, tu parlais de Paris Match tout à l'heure, mais la couve avec Kéké Premier en jet ski, tous les ans on a droit à ça. Et en petite piqûre pour dire tiens, on va vraiment te faire une couve géniale. T'as Léa Salamé et Raphaël qui s'embrassent en Corse façon paparazade. Ah ouais, c'est magnifique ça. Didier Maisto a fait cette parodie par IA. Donc on voit Kéké Premier en effet en jet ski. Voilà, pendant que Brigitte regarde. Donc voilà, on a le baiser glu. Puis là, attention, ils sont un peu retouchés par IA parce que c'est même pas de ce niveau-là. Et donc, c'est Reban autour. C'est du foutage de gueule, c'est-à-dire qu'on devrait parler des incendies, on devrait parler de la dette, on devrait parler de l'insécurité, on devrait parler des piratages de bases de données, on devrait parler de la vente d'Alstom, on devrait parler de tout ça. Et non, on a des médias qui nous parlent de ça, quoi, qui décident de faire la couve là-dessus. Et en effet, alors rappelons, hein, parce que je vous rappelle qu'il était complotiste. Il était complotiste de dire que c'était photoshopé. Évidemment que le biceps de Macron avait été photoshopé par Soisig de la Moissonnière, la photographe de l'Élysée. Voilà le biceps dans la vraie vie quand Paris Match oublie de le photoshopper à droite, et voilà le biceps photoshopé par la photographe de l'Élysée à gauche. Mais là, je vais me reposer une question à la Sky. Mais l'Élysée, vous n'avez pas autre chose à foutre que de photoshopper les biceps du président de la République? Je veux dire, vous voyez Charles de Gaulle se faire photoshopper. Vous voyez, parce que, pardon, mais les montages photos, c'était du temps de Charles de Gaulle. Photoshop n'existait pas, mais on pouvait bricoler des montages. Parce que tu pars du principe que c'est le général de Gaulle, mais là, on a affaire à Staline, en fait, qui photoshopait quand même pas mal de photos. Non, on a affaire à des dirigeants qui sont totalement paranoïaques, qui sont obnubilés par l'image. Lui, le gros truc de Macron, c'est quelle trace il va laisser dans l'histoire, quelle va être sa legacy, son bilan mémoriel. Et donc, il travaille avec Bruno Roger Petit, tu vois, à trouver donc les points d'appui pour dire qu'est-ce qu'on va se rappeler. Alors, on se rappellera d'un mec qui a été haï de 80% par 80% de son peuple, qui a été d'une violence inouïe. C'est le président de la violence quand même. Il a mutilé des gens pour la vie. Hein. Jérôme Rodriguez attend toujours son procès d'ailleurs, et il restera comme une sorte de Néron, quelqu'un qui aura tout cramé, qui aura rien fait. Et lui, il veut rester comme le mec qui a sauvé l'Ukraine. Tu vois, il se voit comme ça. Et je pense que dans leur monde, c'est des gens qui pensent faire le bien d'une certaine façon. Alors peut-être pas Macron qui est quand même très pervers, mais qui se dit ouais, ils sont assez cons pour penser que je suis quand même génial, tu vois. Et d'ailleurs, ça se voit. Tu as vu son allocution là à Bormes-les-Mimosas sur le débarquement,
où il fait comme s'il y avait que des amis autour de lui en disant vous allez me manquer, d'un air très inspiré, en disant c'est grâce à vous, c'était formidable. Alors qu'en fait, tout le monde n'attend qu'une chose, c'est qu'il se barre. Même Le Parisien avait fait un reportage à Brégançon, où les mecs, ils ont trouvé, allez, 2 personnes qui ont dit gentiment, oui, ça va, mais bon, c'est pas super non plus. Sinon, tout le monde était là, je préfère rien dire, sinon les flics vont débarquer chez moi. Voilà, c'est de ce niveau-là, quoi. Donc, mais ce qu'on a vu quand il est passé devant les pompiers aussi pour les incendies, etc. Enfin, on rappelle que c'est une gabegie absolue, que les Canadair n'étaient pas disponibles, que le bilan, rien que là-dessus, aurait dû avoir des démissions en cascade. Mais encore une fois, comme la presse zombie ne fait pas son travail, eh ben, elle va t'excuser absolument tous les manquements de la Macronie. Ouais. Quel Français est au courant d'ailleurs de tous les scandales de viol, de drogue, de détournement de fonds, parfois même de pédocriminalité liés au camp macroniste? Qui est au courant de ça? On a des partis qui se font plus diaboliser, à savoir LFI ou en l'occurrence le RN, qui est certes plus diabolisé que la Macronie par définition, mais plus tant que ça. Et en face, on a une Macronie qui a de vraies affaires, de vrais scandales judiciaires, mais majeurs, absolument majeurs. Et là, aucun problème, les médias te disent que tout va bien. Tout va bien. Et c'est vraiment, ok, eux sont responsables de par leur amateurisme, leur médiocrité et leur méchanceté, mais les médias sont responsables parce qu'ils ont volontairement choisi de ne plus faire le rôle qu'est celui des médias, c'est-à-dire le 4e pouvoir, un pouvoir en fait de critique essentiel pour dire, écoutez, peu importe qui est au pouvoir, il faut pas leur laisser le champ libre. Il faut sans arrêt être sur leur côte. Et là, Macron a eu 2 mandats où tout le monde l'a laissé absolument tranquille. T'imagines, la plus grosse affaire, c'était Bétaram sur François Bayrou. Et Bayrou s'accroche comme une moule à son rocher en disant, je savais pas, c'est pas grave. Il fait de la com totalement foireuse. Et 80% de son temps de travail, parce qu'il travaille pas, François Bayrou, c'était pour laver son image et son honneur et bien faire comprendre qu'il n'avait rien à voir avec Bétaram, alors qu'il était Premier ministre. Mais c'est au-delà du scandale, en fait, ce qu'on a vécu avec Macron. Il faut s'en rendre compte. Mais on fait le travail, lentement mais sûrement, pour réinformer les gens. Parce qu'il n'y a absolument que comme ça, que tu peux avoir une démocratie. Là, tu n'as pas de démocratie spécifiquement parce que tu n'as pas d'accountability. Si tu n'as pas d'accountability, bah, tu peux pas avoir de processus démocratique. Et on le voit clairement. C'est bon. Bon, bah, d'ailleurs, j'en profite d'être là et je te remercie vraiment, Idriss, pour le taf que tu fais, pour dire aux gens qui te suivent d'aller voir aussi la chaîne du Monde Moderne et de ne pas hésiter à s'abonner. Sur la chaîne du Monde Moderne, je vais l'attacher. Non, mais il faut se donner de la force. C'est comme ça que les médias fonctionnent. Et j'espère vraiment que tu pourras être là le 3 parce que ça risque d'être vraiment très bien. Et de voir comment on s'organise pour cette rentrée où on va être de toute façon. On est déjà sur les listes. Tu as vu que les fact-checkers ont fait leur encyclopédie moisie là, de tous ceux qui informent. Terrorisme. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas, allez-y, merci. Et vraiment, j'essaye de faire ce boulot-là avec humour parce qu'il faut dédramatiser et débunker correctement leurs mensonges. Et je crois que tu vois très bien qu'il va y avoir une sorte d'attaque sur la sphère libre d'information. L'ARCOM, il y a des débats qui vont avoir lieu au Sénat à partir du mois d'octobre sur les prérogatives de l'ARCOM, sur justement la presse en ligne, les médias en ligne sur les plateformes. Donc là, c'est pour nous réguler, parce que il y a 2 façons d'acheter les médias. Soit tu les subventionnes, soit tu les régules. Dans les 2 cas, ils ne peuvent plus être libres. Et nous, tout notre travail qui repose sur la liberté, jamais ne prendre une seule subvention de la part de ces gens-là. Maintenant, la régulation, on jouera avec, mais c'est scandaleux également. Parce que réguler quelqu'un comme toi ou moi et réguler BFM, ça n'a rien à voir. On ne parle pas du tout des mêmes échelles. Or, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, c'est totalement de la distorsion de concurrence. Enfin, c'est un truc, c'est honteux, encore une fois. Oui, je suis complètement d'accord. C'est en effet de la concurrence déloyale et de la distorsion de concurrence. En effet, on pourrait parler aussi de l'affaire Xenia Fedorova, parce que il a été démontré par Félix Marcard et d'autres que Raphaël Glucksmann est littéralement un agent d'influence étranger. C'est un fait. Et au service des États-Unis. Et on l'a pas, à ma connaissance, cloué au pilori. Alors je serais tout à fait contre le clouage au pilori de Raphaël Glucksmann. De toute façon, il fait ça très bien tout seul. On n'a pas besoin de le clouer ou que ce soit. Mais je veux dire, on voit que pour Xenia Fedorova, il y a eu un racisme. Alors c'était vraiment, on était dans le racisme anti-russe, mais primaire. Quoi. Ouais. Vraiment les méthodes là, les pires clichés, les pires saloperies. Puis alors ils s'attaquaient vraiment. C'est très dangereux ce qu'ils ont fait parce que
Ça met en danger la vie, par exemple, de tous les journalistes, enfin, pardon, il n'y en a plus beaucoup, mais qui bossent à France 24. Bah oui, tu dis, ok, très bien, les Africains qui regardent la situation en France, bah, il y a France 24 en Afrique. Vous dites, bon, bah, c'est bien, si vous dites que Xenia Fedorova est un agent d'influence étranger, eh ben, nous, on va traiter tous les journalistes de France 24 comme des agents étrangers, ceux qu'ils sont. Si vous considérez que parce que Xenia Fedorova a travaillé à l'équivalent de France 24 pour la Russie qui s'appelle RT, bon, je te rappelle qu'il y a un équivalent pour la Chine qui s'appelle CCTV, que bien sûr, il y a des équivalents pour les États-Unis, même si CNN est une boîte privée, enfin, est une chaîne privée. Le Qatar, Al Jazeera, bien sûr. Bon, Al Jazeera, très bon exemple. Et donc, on va pas dire au Qatar, ah bah, vous êtes un agent étranger, tiens, le PSG est un agent étranger, si tu veux. On va pas dire ça. Donc, c'est un racisme, un deux poids, deux mesures qui est complètement abominable et qui peut avoir des conséquences gravissimes pour les, entre guillemets, journalistes français qui travaillent à France 24. Parce que d'ailleurs, c'est souvent souligné, mais la BBC et tous les médias occidentaux ont le droit d'opérer en Russie. Il y a très peu de journalistes étrangers qui ont été reconduits à la frontière. Et en France, ce qu'on voit, c'est une haine en fait de Xenia Fedorova, enfin des Russes de la part de Macron, une russophobie mais assumée, une paranoïa. Et c'est vraiment une vendetta. Ce qu'on a eu là, c'était tout simplement un embastillement d'une opposante qui gênait. Enfin, on est dans l'ancien régime le plus total. C'est la lettre de cachet. Et vraiment, là encore une fois, t'as toute une partie de la presse qui s'en réjouit, qui fait ah oui, mais c'est tant mieux, il était temps. Mais il y a rien à tirer de ces gens-là en fait. Fraternité, alors qu'on a les preuves factuelles que Glucksmann, par exemple, est un agent de l'étranger, on a les preuves factuelles que Salam est peut-être assimilé de la même façon, et on ne leur fait absolument rien. Mais en fait, tu sais, toute cette affaire sur les ingérences russes, invisibles, parce que personne ne les a vues, quasiment, elle est montée de toutes pièces par des candidats essoufflés à la présidentielle qui font croire qu'ils existent et qu'ils représentent potentiellement un danger à Poutine. Donc c'est une histoire qui sert en fait à parler à des vieux boomers macronistes pour les rassurer et dire, tu vois, Poutine, il a peur de ces mecs-là parce que ces mecs-là, tu vois, s'ils sont au pouvoir, bah ça, tu vois ce que ça va. Donc c'est débile, c'est vraiment un outil de campagne. Sauf que, encore une fois, les juges sont complices. Le parquet de Paris va faire une enquête là-dessus. Les médias sont complices. On en parle, on en fait des caisses alors qu'il n'y a rien. Enfin, je sais pas si tu as vu la gueule de l'ingérence, mais c'est un truc qui fait « Bonjour, Léa, c'est Edwin Plenel. Est-ce que tu peux faire un reportage pour Raphaël ?» Non mais oh, c'est pas de l'ingérence, c'est un sketch. Et les mecs te vendent ça premier degré en t'expliquant que c'est très grave pour préparer les esprits faibles à « Ah ben on va annuler l'élection parce que c'est les Russes. » Donc là encore une fois, il n'y a rien qui va. Et c'est vraiment Glucksmann, c'est-à-dire surtout Macron, qui est aussi un agent de l'étranger. Enfin, je veux dire, depuis qu'il est à la tête de la France, vous avez quand même compris que la France allait mal et que globalement, ils vendaient nos trucs pour des intérêts allemands, américains majoritairement, mais certainement pas pour les intérêts géostratégiques de la France. Donc, ils veulent aller la meilleure façon de se défendre, c'est l'attaque. Donc, attaquer tout le monde d'ingérence, toi, tu passes sous les radars. Mais aujourd'hui, l'ingérence, elle est à la tête de l'État. Faut arrêter. Enfin, l'affaire Alstom, c'est une ingérence. Et tu regardes qui sont les ministres. Les mecs sont tous passés par la French American Foundation, les Young Global Leaders. T'as deux candidats Bilderberg pour le prix d'un, Gabriel Attal et Édouard Philippe pour 2027. Enfin, c'est tous les mêmes. Je veux dire, ils sont tous dans la pensée atlantiste, otanienne et du fantasme du couple franco-allemand où systématiquement c'est la France qui perd et qui s'allonge pour que l'Allemagne puisse encore survivre alors qu'elle va se priver du gaz russe et que là ça va être compliqué. Donc c'est n'importe quoi. Ouais, on ne rappellera jamais assez que le couple franco-allemand est un mythe absolu, que les Allemands n'utilisent absolument pas ce terme, que les Allemands ne considèrent absolument pas qu'ils sont en couple avec la France. Ça rappellera toujours, et vous devez vous en rappeler vous-même, le fameux vers d'Oldelaf dans La Tristitude, hein, donc un morceau de musique d'Oldelaf, qui dit la tristitude, c'est quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. Et ben l'Allemagne, ça, c'est le couple franco-allemand. On est vraiment le dork qui est le seul à croire qu'il est en couple. C'est-à-dire que l'Allemagne, elle n'est pas au courant qu'elle est en couple avec nous. Et elle ne l'a jamais été. On vous a vendu dans les livres d'histoire débiles la fameuse main, le tenage de main de Helmut Kohl et de François Mitterrand, mais c'est tout. L'Allemagne veut nous dégommer. Elle nous dégomme. Jamais imaginez une seule seconde que l'Allemagne achète des armes françaises. Pardon, hein, mais imaginez ça 2 secondes. Que l'Allemagne achète des armes françaises, nous on achète des armes allemandes.
Point barre. Rien que ça, vous avez un vrai problème. L'Allemagne veut notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle veut notre arme atomique, ce qui est voilà, le grand Charles, immédiatement, qui a tout le monde là-dessus. Et Macron lui donne tout, absolument tout. Et elle veut le Rafale, elle voulait Dassault. Et heureusement, c'est quand même une industrie privée qui dit on va arrêter les frais parce que nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas l'État français. Nous, on est une boîte et on va certainement pas filer nos secrets de fabrication aux Allemands. Mais t'imagines le degré de compromission de Macron là-dedans? C'est tout à fait ça. Voilà. Et on rappelle que il y a eu une mort très suspecte de l'héritier Dassault, au passage, qui est mort dans des circonstances. Oui, en hélicoptère, bien sûr. En hélicoptère. Et là maintenant, Éric Trappier est le dernier rempart avant que l'Allemagne ne s'use d'assaut de l'intérieur. Toujours la même chose. Donc, il faut arrêter aussi que cette notion de couple franco-allemand. Il n'y a jamais eu de couple franco-allemand, il n'y en aura jamais. Les Allemands ont des intérêts qui divergent complètement par rapport aux nôtres. Complètement, c'est rien de le dire. On aurait pu faire quelques projets communs qui auraient pu fonctionner sur le nucléaire notamment, mais les Allemands ont décidé de se dénucléariser. C'est leur problème. Mais on avait les meilleurs technos de centrales nucléaires. On aurait pu leur filer de l'électricité très peu chère et ils en auraient bénéficié, mais ils ne voulaient pas dépendre de la France. C'était un choix. On va très bien. Si vous voulez pas dépendre de la France, dépendez de vos éoliennes qui marchent pas ou dépendez de votre charbon, puisqu'après tout, l'Allemagne est un gigantesque pollueur au charbon aujourd'hui, encore aujourd'hui. Donc oui, là, il faut, s'il y a bien un mythe auquel il faut tordre le cou et que des profs d'histoire géo collabo continuent d'entretenir, parce qu'il faut bien le dire que c'est à l'école que ce mythe s'entretient, que c'est à l'école que on apprend qu'il y a un couple franco-allemand. Il faudra m'expliquer quelles ont été ces grandes réalisations et dans quelle mesure la réelle politique allemande s'accommode de ce soi-disant couple. Mais déjà, il faudra m'expliquer pourquoi aucun média allemand ne parle de couple franco-allemand et pourquoi aucun politicien allemand ne parle de couple franco-allemand. Ça aussi, il faudra me le rappeler. Donc, le cas Fedorova, le cas Glucksmann, le cas de ce racisme absolument banalisé. Glucksmann, c'est quand même génial, va officialiser visiblement sa candidature dimanche soir aux 20h de TF1. Donc tu vois comment tout ce système se tient. Parce que Glucksmann n'existe pas, il n'a pas de parti, c'est un député européen sans parti. Place publique, c'est une coquille vide. Donc ils essayent de nous refaire Macron avec Glucksmann. Bon, c'est lamentable. Et d'ailleurs, ça va tellement loin qu'il prend avec lui donc Sacha Houlier, qui était l'ex-cofondateur du mouvement des Jeunes avec Macron, Marguerite Cazeneuve, qui était conseillère bien sûr de Macron, qui va être chargée du programme, et lui voilà va partir. Alors bon courage parce que François Hollande est en position de sniper et veut sa peau, donc ça risque d'être compliqué. Mais voilà où on en est quand même sur les faux candidats. Ouais. François Hollande ne peut pas revenir président de la République, ça c'est complètement. Je veux dire, les oligarques ne laisseront jamais Hollande revenir, parce que les oligarques, il y a une chose qui leur fait peur, c'est que on atteigne un point d'explosion. C'est-à-dire que vraiment, il y a un candidat. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'un candidat tienne le coup. Alors avec leurs injections de produits dopants médiatiques, avec leur presse de complaisance. Mais ils veulent qu'un candidat tienne le coup, c'est tout. Qu'il n'y ait pas les gens dans la rue, qu'il n'y ait pas la révolution. Et c'est à ça qu'ils jugent un candidat fondamentalement. C'est à ça qu'ils jugent. Est-ce qu'on met Glucksmann, est-ce qu'on met Philippe, qui va estropier les futurs gilets jaunes, qui va vraiment tenir. Qui va continuer de vendre à la découpe, bien sûr. C'est ça. Qui va faire en sorte que la France se noie dans l'Europe. Parce que c'est ça en fait, là, c'est une noyade. Le problème, c'est que l'Europe risque de se noyer avant que ce plan arrive à terme. Donc on va se retrouver avec plein de petits pays totalement atomisés. Et puis rien, et tant mieux d'ailleurs. Moi je préfère que l'Union européenne se finisse le plus rapidement possible pour que très vite des souverainistes reprennent le contrôle de leur pays et que des politiques nationales soient mises en place pour la défense des intérêts de chacun des habitants de l'Europe et pas de l'Union européenne. Mais tu sais, c'est là qu'on doit quand même, mais reprocher à Mélenchon son manque de clarté sur le Frexit. Alors je sais que ça vient pas de lui, ça vient du fait que les médias t'assassinent dès que tu parles de Frexit. Que dès que tu parles de Frexit, c'est terminé, les médias te déglinguent. Et comme tu disais, les 2 tiers de boomers qui votent macronistes versus le 1 tiers de boomers résistants, eux, ils contrôlent les élections. Donc, si jamais Mélenchon dit qu'il veut faire le Frexit, il est cuit, si tu veux. Mais ça pose un vrai problème parce que tu peux rien. Regarde, par exemple, là récemment, la Pologne a encore confirmé qu'elle ne voulait pas rentrer dans l'euro. Alors certes, elle profite de l'UE à un max, la Pologne, puisqu'elle est nette positive en termes d'investissement. Et aujourd'hui, la Pologne, c'est le Mexique de l'Allemagne. Et la Pologne a une croissance économique remarquable, mais elle est surtout pas rentrée dans l'euro. Elle n'est pas tarée. C'est sa croissance économique et sa compétitivité à l'export vient du fait qu'elle est toujours au zloty. Il faut quand même rappeler ça.
avec des boîtes incroyables comme CD Projekt Red ou des choses comme ça, qui sont des grands. CD Projekt Red, c'est un bon exemple parce que je vais montrer le cours de bourse versus Ubisoft qui existait bien avant CD Projekt. Et donc, attends, chart stock price, voilà, tac. C'est un très bon exemple parce que, donc je vais le mettre à 5 ans. Voilà. Déjà, 1 an, ils ont été bons, mais là, je vais l'afficher sur 5 ans. Donc ça, c'est le cours en bourse de CD Projekt Red, qui est une super major du jeu vidéo en Pologne. Donc on leur doit le titre, notamment The Witcher. Les Polonais en sont tellement fiers qu'ils ont offert le jeu The Witcher à Barack Obama quand il est venu en visite diplomatique en Pologne pour montrer, regardez, voilà ce qu'on produit. Donc c'est du sérieux. Et en face, on va comparer avec Ubisoft. Voilà. Et alors là, désolé, mais vous allez pleurer en fait. Donc à 5 ans, 89%. Voilà. Donc sur la même période, Ubisoft, c'est 89% de pertes. Voilà. Donc le cours a été divisé par 10. On a une action à 5 euros, elle était à 55 euros. Elle est à 5,5 aujourd'hui, elle était à 55 euros le 17 septembre 2021. Voilà. Ça, c'est l'action Ubisoft. Ouais. C'est dingue. Mais c'est l'effet Macron, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui marche, quoi. Rien qui marche, ouais. Et pourtant, c'était une très belle boîte, Ubisoft, quoi. C'était une... Alors, bien sûr, ils ont eu le wokisme qui les a atomisés parce que go woke, go broke. Et là, il faut être fort, il faut être capable de se laisser diaboliser, il faut être capable de dire « allez vous faire foutre, je ne vais pas wokiser mes jeux, allez vous faire foutre ». Dans The Witcher, ils ont le bon équilibre. T'as par-ci par-là un personnage gay, un truc comme ça, c'est équilibré, et d'autant plus qu'en fait, le roman initial de The Witcher est superbement équilibré, d'un point de vue racial, social, ce que tu veux, il est très très bien équilibré, on n'est pas dans du Tolkien, où là, c'est quand même les années 20 et tout et tout. Mais, je veux dire, voilà la situation. Donc la Pologne, ils sont pas dans l'euro. Voilà comment fonctionne leur boîte. Voilà comment fonctionnent les nôtres, quoi. C'est dingue. Mais tout est dit. Hein. Je veux dire, voilà, l'euro de toute façon, on l'a payé le prix fort pour la réunification de l'Allemagne. C'était pas autre chose. Et donc il fallait payer pour les Allemands et pour que l'Allemagne ne parte pas en guerre civile. On l'a payé. Voilà. Et maintenant, plutôt que d'être remercié, on veut aller toujours plus loin dans le suicide français. Donc à un moment, ça va 5 minutes, quoi. C'est quand même insupportable, quoi. Cet état de fait. Ouais, vraiment, il y a un projet morbide en fait de société qui est porté par beaucoup trop de responsables publics qui obéissent en fait, alors sciemment ou non, à l'idée que l'avenir va forcément être terrible, que les enfants vivront à une période bien plus noire que celle de leurs parents. Et puis alors on enferme les enfants dans la peur, l'éco-anxiété, le côté la guerre permanente, la crise permanente. Tu sais, cette petite musique qui est revenue en disant oui, mais alors cet été, figure-toi que ce sera l'été le plus frais de ta vie. Mais comment tu peux le savoir en vrai? Comment tu peux dire un truc pareil à un gosse? Et en quoi ça va l'aider à se construire, à se dire le monde est à moi, je vais le changer? En fait, non, tu fais en sorte qu'il n'y ait plus de jeunesse. L'impuissance après. Ouais, voilà. C'est l'impuissance après. Des névrosés, des impuissants, voilà. Et c'est vraiment, c'est du contrôle, c'est du mindfuck et du mind control. Et il faut faire exploser ça le plus rapidement possible. Je reprends ce commentaire. Hein. On vous explique bien que quand on parle de boomer, on parle pas de toute la génération. Je vous parle de statistiques. Et c'est pareil, c'était le même problème avec Thomas Messi. On est vraiment sur du 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire, vous avez 1 tiers de boomers qui sont résistants, c'est un fait. Et on les salue, et vous êtes là, et vous suivez cette chaîne. Et vous avez 2 tiers de boomers. Là, je vous parle vraiment purement c'est pas du tout une attaque générationnelle. C'est une description de la pyramide des âges et de la répartition des votes. Macron a été élu par 2 tiers de boomers. C'est un fait. Et l'autre tiers, et là je vous parle au premier tour en plus, hein, parce qu'après au deuxième tour, l'autre tiers peut se partager aussi ou bien voter blanc, etc. Mais aux États-Unis, Thomas Messi par exemple a vu sa circonscription sauter, a perdu son siège. Typiquement à cause des 2 tiers de boomers qui suivent les médias mainstream, qui suivent le câble, et c'est complètement analysé par les sociologues américains qui vous disent ah bah oui, ma mamie regarde le câble, elle regarde la cable TV toute la journée, donc elle vote exactement où l'IPAC va lui dire de voter. Point barre. Et c'est ce qui s'est passé avec Thomas Messi. Donc ma mamie regarde la cable TV, elle s'est fait installer le câble dans les années 80 et depuis elle vote en fonction du câble aux États-Unis. Et donc si le câble lui dit que c'est l'Iran qui a attaqué et que ce que Trump fait c'est parfait, elle va dire c'est parfait. Voilà, c'est tout. Elle va juste regarder le câble et voter pour ce que le câble lui dit de voter. Point barre.
Donc, et ça, c'est 2 tiers, 1 tiers. Vous avez 1 tiers de boomers, typiquement, regardez, mais même regardez en France. Regardez les boomers résistants de giga qualité, que ce soit Charles Gave, ou que ce Jean-Luc Mélenchon, qui est un boomer aussi, et j'oubliais bien sûr Alain Juillet, qui est un giga boomer, etc., etc. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais on a vraiment une répartition 2 tiers, 1 tiers. Et ces 2 tiers, 1 tiers, pour l'instant, tiennent complètement. Et c'est pour ça d'ailleurs que TikTok a été racheté par. Alors oui, je prends d'autres commentaires aussi, mais c'est pour ça que TikTok a été racheté par Larry Ellison. Je termine là-dessus. Quelqu'un me dit il y a rien de raciste chez Tolkien. J'ai jamais dit que Tolkien était raciste. Je vais jamais être la personne qui va vous dire ça. Non, il n'a pas dit ça. Il n'était pas raciste. J'ai jamais dit ça. Je vous ai juste dit que pour nos standards de diversité actuels, ça dénote. C'est tout. C'est rien. Tolkien n'est pas du tout un mec raciste. D'ailleurs, il suffit de lire sa correspondance pour s'en convaincre. Mais voilà, c'est même pas Tintin au Congo, si vous voulez. On va même pas parler de ça. Il était très en avance sur son temps. Point barre. Donc voilà, les choses sont dites. Ce en parlant de quoi Oui, voilà, donc l'économie, la situation. Et on continue à nous dire que tout va bien, Madame la Marquise. D'ailleurs, tiens, je vais afficher aussi le score de LVMH. Ça va être marrant, ça. Stock Price Chart. Allez, c'est parti, parce que LVMH, ils ont commencé à prendre une douille. Oui, ça fait plaisir. Écoute, voilà. Donc, voici LVMH qui, en 5 ans, a perdu 30%. Donc, c'est pas mal. Voilà le prix de l'action. Sur 1 an, ils ont perdu 5%, ce qui n'est pas bon pour LVMH. Alors, spécifiquement, vous voyez, quand je fais ça, en fait, là, dans les 6 derniers mois, ils ont perdu 30%. Donc là, voilà, de janvier à août, ils se sont pris une correction de 30%. Et à l'année, ça n'a fait que du 5%. Voilà. Et si je prends Y to date, ça fait du 30%. Donc, voilà. Donc, de l'année calendaire, ça fait du 30%. Et si je prends 1 an flottant, ça fait du 5%. Si je prends 5 ans, et croyez-moi que Bernard Arnault, il n'est pas là pour perdre 27% de son patrimoine en 5 ans. Ah non, c'est clair. Voilà. Je préfère vous le dire tout de suite. Et si on compte au plus haut du sommet de la Macronie, c'est pour ça qu'il est de plus en plus circonspect vis-à-vis de la Macronie. C'est-à-dire, si on compte sur les 5 ans, là, c'est une perte de 50%. Vous la voyez ici, 49,85. Voilà. C'est pour ça que les virés, non mais c'est génial. Ouais. Ils sont arrivés au bout du truc, ils ont essoré le truc et là ils se sont dit maintenant c'est un boulet ce mec. Bah oui, exactement. C'est ça. Ouais. T'as tout résumé. T'as tout résumé. C'est un boulet ce mec, exactement. Et c'est pour ça que la question d'un coup d'État macroniste, etc., je pense que les oligarques, ils vont pas laisser faire. Ils vont pas laisser faire parce que à un moment donné, ils se disent attendez, nous, la pire chose qui peut nous arriver, c'est qu'il y ait une révolution française. C'est une révolution qui disent évidemment cette République est pire que Louis XVI et maintenant il nous faut une démocratie directe, il faut sortir de l'UE, il faut récupérer notre patrimoine national, il faut récupérer nos ressources naturelles, il faut répudier cette dette indigne qui nous a été imposée par une élite corrompue comme Bruno Le Maire et ça les oligarques en ont une peur bleue. Le problème, c'est qu'à un moment, à force d'essorer le bon français et de jouer, eux en plus jouent sur l'aspect globaliste. La France, c'est une terre d'accueil en quelque sorte. Ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, notamment sur les sièges sociaux, etc. Ça a une limite tout ça. Il faut quand même qu'il y ait une santé économique mondiale. Or là, avec des gens comme Macron qui se sont surmultipliés, tu vois très bien que le monde va très mal. Il n'y a que des choix dangereux qui sont faits, y compris pour l'économie. Donc là, on arrive dans le moment où c'est la crise, c'est la récession, et il va falloir se débarrasser des gens qui vont, encore une fois, proposer la guerre comme solution. Ouais, et pourtant là, tu as bien vu qu'on s'y achemine, puisque la question de la guerre totale. Alors, on rappelle que depuis, en fait, le Carus était fascinant parce qu'à l'époque, des consortiums bancaires type Rothschild ou autres, BlackRock, Vanguard, voulaient mettre la main sur ce vrai coffre-fort parce que les banquiers d'argent papier ont toujours eu un complexe vis-à-vis des vraies ressources. De qui a les diamants, le pétrole, le gaz, la bauxite, le strontium, etc. Le platine. Je rappelle que les Russes ont les plus grosses réserves de diamants au monde. Un seul cratère d'obus, un seul cratère de météorites a des réserves de diamants dignes du Congo et c'est en Sibérie. Et ces gens-là, Rothschild ou autres, qui font de l'argent papier et qui contrôlent des banques centrales, etc., ils voient des vraies banques. La Chine a des matières premières, mais elle a beaucoup d'habitants pour ses matières premières. Il y a la Russie. Bon, il y a Poutine qui arrive qui dit désolé, en fait, vous vouliez récupérer tout l'argent de la banque, vous n'allez pas pouvoir, en fait. Moi, j'ai décidé de rendre ça à la Russie.
bah, qu'est-ce qu'on voit? Il déglingue tous les présidents qui sont souverainistes et qui disent les ressources m'appartiennent dans les médias. Tout immédiatement, le gars va devenir un monstre, une horreur, etc. Alors, vous faites bien d'ailleurs de dire que les diamants valent plus grand-chose. En effet, avec l'émergence des diamants synthétiques, le diamant n'est pas un bon exemple. C'est tout à fait exact. Le diamant est à son plus bas historique depuis 100 ans. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez le payer moins cher chez le bijoutier, mais dans les bourses du diamant, le diamant est à son plus bas historique depuis plus de 100 ans. Donc, depuis les années 20, depuis l'entre-deux-guerres. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais voilà, le pétrole, le gaz et tout. Et en France, on pourrait faire ça. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à diaboliser Poutine, parce que s'il y avait un Poutine français qui disait les nodules polymétalliques, c'est à moi, la dette, je la répudie, je récupère Alstom, je vais la chercher avec les dents si nécessaire. Les mecs qui ont vendu, rappelle-toi ce qu'il a fait à Khodorkovsky, qui voulait vendre Yukoil à Dick Cheney. Imagine ce qu'il aurait fait à Macron, quoi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et là, aujourd'hui, c'est la fin de partie un peu. Hein. C'est vraiment le moment où il faut raquer, où il faut trouver une solution bis. Alors, il y a la proposition qui a été encore une fois moquée, caricaturée sur l'annulation de la dette de la Banque centrale, en disant, écoutez, la Banque centrale européenne n'a pas besoin de ça, elle peut très bien faire sans, ça donnera beaucoup d'air. Il y a la question des aides aux entreprises, mais encore une fois, on va toujours aller taper à côté, c'est-à-dire qu'on va trouver de l'argent, des milliards, il y en a pour la guerre, il y en a pour l'industrie de la mort, il y en a pour Zelensky, mais alors, quand il est question de préparer l'avenir, d'avoir des plans stratégiques sur l'IA, sur l'énergie, sur le transport, il n'y a plus personne. Et c'est à votre bon cœur, monsieur, dame. Donc, et la seule solution qui ressort un peu des européistes, c'est de dire, faut faire main basse sur l'épargne des Européens. On ne sait pas trop pourquoi, mais il faut absolument récupérer l'épargne. Alors, c'est pour la guerre, puisque principalement ils ne savent faire que ça. Mais je vois pas ces gens-là qui ont été incapables de gérer correctement leur pays. Comment ces gens-là pourraient apporter des solutions à long terme, de visionnaires. En fait, c'est eux le problème. Vraiment. Aujourd'hui, on a un problème. C'est ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas le quitter parce que vraiment ils ont un bilan tellement génial qu'ils comprennent pas qu'on veut les virer au plus vite. C'est quand même, on est au-delà du déni, on est dans la folie. C'est totalement ça. Des gens me l'ont demandé, alors je vais afficher les fameux charts. Vous en faites pas, nous on est là, on fait le taf. On n'est pas chez BFM ici. Le chart des prix du diamant, donc il va faire un peu ramer parce que c'est interactif. Je crois qu'on doit être en JavaScript. Voilà le chart. Donc, vous voyez une baisse tendancielle. Donc, les couleurs, c'est la taille du diamant en carat. Donc, en bleu, c'est de 0,5 à 1 carat avec une baisse de 55% en 10 ans, seulement 10 ans. Et en turquoise, c'est de 0 à 0,5 carat avec une baisse de 40% en 10 ans. Donc, grâce à l'arrivée notamment des diamants synthétiques. Et c'est un cas très intéressant parce que c'est la techno qui change ça, bien sûr, la techno qui transcende les ressources, tant mieux, la techno est là pour ça. Mais on a la même chose avec l'IA aujourd'hui. Je vous rappelle que Mistral, on va terminer là-dessus d'ailleurs avant de passer aux questions. Mistral, aujourd'hui c'est Mistral perdant, il faut être très clair. Mistral vient de jeter l'éponge sur les modèles entraînés en France. Ils vont simplement faire du portage de modèles chinois. Ils l'ont admis. Alors, ils ont touché des milliards d'argent du contribuable. Tu as Cédric O qui est devenu multimillionnaire grâce à des actions Mistral qu'il avait. Donc, tu me diras, Alexis, bon, les Américains font pareil, ils font monter les actions artificiellement, sauf que ils font un vrai exit. Surtout, ils ont une vraie techno, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, nous, on n'a rien. Aussi, on a une coquille, c'est ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. C'est-à-dire, on a des gens qui font, qui n'ont aucune compétence, qui sont placés là où il faut, puis ensuite on fait les lois qui vont bien pour eux, et l'argent est fléché pour aller dans leur poche. Et c'est très bien fait. Et tu as la filière hydrogène qui était comme ça. Les cartes électroniques, là encore, c'était Bruno Le Maire qui avait eu droit à un petit job comme ça, bien rémunéré, à ne rien faire. Et donc, c'est vraiment de l'escroquerie en mode organisé, on pourrait dire. Mais on appelle ça gentiment le capitalisme de connivence. Mais rien que le fait que Cédric O soit devenu millionnaire en ayant des actions Mistral, rien que ça normalement, il devrait y avoir une enquête. Rien que ça, tu vois. Évidemment. On se rappelle de Djebari aussi qui avait joué sur l'hydrogène, qui avait tout fait pour la filière hydrogène et qui se retrouvait ensuite au bord d'une entreprise. Je parlais de ST Microélectronique pour Bruno Le Maire. C'est pareil, il avait fait des lois pour cette entreprise. Donc systématiquement, parlons du cas Olivier Véran. Il quitte la politique, il monte sa boîte en 2024, première année, un bilan à 500 000 euros. Voilà, commande publique. Alors, d'où il sort ses clients? Comment ça se passe? D'où vient cet argent? Voilà.
quel est son avantage concurrentiel, etc. Puis après, un de ces quatre, il faudra qu'on fasse une émission sur la BPI qui peut te cracher des millions. Oui, la BPI. Tu sais, en doudoune sans manche. Donc, tu as ton jeune macroniste en doudoune sans manche qui va prendre 2 millions pour un projet bullshit de start-up qui ira nulle part et qui ira droit dans le mur, mais c'est pas grave. Lui, ce sera pris des salaires de ouf parce que tu peux tout à fait, avec de l'argent de la BPI, te sortir un salaire de 30 000 balles par mois parce que tu es un giga start-upper qui a fait les secs. Et derrière, aucun problème, tu as des mecs comme le Canard qui bénéficient d'aucun investissement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, nous non plus. Voilà. Bon, bah écoute, on peut passer aux questions parce que je dois rendre l'antenne à 21h si c'est OK pour toi. Aucun problème. Alors, c'est parti. Bon, posez vos questions. Vous mettez questions en lettres majuscules. Questions en lettres majuscules. Et moi, je pourrais continuer un peu après à ton départ aussi. Il n'y a pas de problème. Merci. Désolé. C'était pas oui, d'ailleurs, on parlait de l'or. Oui, alors l'or et l'argent, il y a eu des délits d'initiés absolument. Et le simple fait que Revolut, par exemple, qui aujourd'hui est la plus grosse banque en ligne européenne, ait arrêté d'offrir le trading en or et en argent pour les particuliers, vous montre bien que ça pue du cul. Ils ont attendu que ça s'effondre pour vous interdire d'en acheter. Et c'est vraiment c'est très marquant. C'est-à-dire, si vous en déteniez, c'est sans foi ni loi, quoi. Il y a rien qui va, quoi. C'est comme Robinhood, tu sais, qui était connu pour jouer contre ses clients. Enfin, voilà, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Imaginons qu'un souverainiste soit à l'Élysée. Comment se prémunir du retour de la casque du capitalisme de connivence aujourd'hui, quoi? Il faudrait un mec parce que c'est De Gaulle qui les avait éclatés, en fait, ces mecs-là. Ouais. Et comment on fait en fait, comment ça se passe? Tu avais Pierre Messmer, il n'y a pas que De Gaulle. C'est à un moment, tu as affaire à des gens qui avaient l'amour de ce pays, pour de vrai, qui s'étaient battus pour ce pays, et surtout qui avaient des idées, qui étaient quand même d'une intelligence supérieure, et qui voulaient faire bien les choses. Et donc, ils ne faisaient pas appel à des copains pour faire de la merde. Ils allaient chercher des experts, des vrais. Quand De Gaulle, il doit à un moment prendre une décision sur le nucléaire, qu'est-ce qu'il fait? Il lit des bouquins sur le nucléaire. Et il n'est pas disponible pendant toute une partie de la journée parce qu'il essaye de se renseigner par lui-même, en plus des conseils qu'il pourrait avoir, pour savoir s'il prend la bonne décision. C'est pas un mec de McKinsey qui vient, qui lui dit tiens, fais ça, tu vas voir, c'est super. Donc voilà, il y a juste à prendre des gens qui ont de la profondeur. Et à partir de ce moment-là, les insectoïdes communicationnels consultants de McKinsey disparaissent. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un changement de paradigme. Ça ne veut pas dire que les insectes ils vont partir facilement. C'est difficile de se séparer des moustiques, mais c'est faisable, c'est possible. Mais aujourd'hui, il faut un bloc, et c'est pour ça qu'il faut de plus en plus de ponts qui sont faits. Il faut faire comprendre que la division elle est entre globalisme et souverainisme davantage qu'entre gauche et droite aujourd'hui, qui sont quand même plus que de la caricature, et que au milieu de tout ça il y a une lutte des classes qui est aussi réelle. C'est pas non plus quelque chose dont on peut faire abstraction, et que trop d'inégalités tue un modèle social. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Il faut juste être nombreux. Il faudrait juste des médias libres qui fassent leur taf et qui aient plus d'audience, et vous verriez que ça se passerait bien. Merci de ce point-là. Alors oui, vous êtes des experts. Merci pour cette masterclass. Bah oui, on fait plaisir. On a chez Scandaria d'ailleurs posé une masterclass live, une monsterclass, on les appelle les monsterclass, qui a fait un gros carton. Comment fabriquer son app. Et au passage, dans la mailing list, si vous inscrivez gratos à la mailing list, non seulement vous avez le replay sans pub, parce que beaucoup de gens me le demandent, vous avez le replay sans pub de cette émission. Mais si on enlève les pubs, Google il désindexe la vidéo. Donc voilà, je les mets au minimum, toujours au minimum. Ouais. Mais je peux pas faire mieux, quoi. Parce que sinon après Google dit écoute, tu es en train de faire de la compétition avec les autres vidéos qui ont des pubs, et nous on gagne de l'argent avec les pubs. Donc sinon vous pouvez aussi bien sûr prendre YouTube Premium, qui les vaut largement puisque la musique est incluse, faut jamais oublier ça. Je veux pas leur faire de la pub, mais c'est la réalité. YouTube Premium, c'est intéressant à prendre parce que vous pouvez dégager votre abonnement Spotify pour YouTube Premium. Je suis sérieux. Alors d'autres questions. Que penses-tu du programme économique de LFI? Écoute, c'est un programme, c'est les seuls à avoir un programme économique depuis longtemps, mis à jour. Je parlais de l'annulation de la dette de la Banque Centrale Européenne. C'est pas fantaisiste, c'est quelque chose qui se tient du point de vue économique. Je dirais qu'en macroéconomie, ça peut se tenir. Le problème, c'est la question du poids de l'État et de continuer dans ce délire français de l'imposition à tout va et permanente. Voilà, où à un moment ça étouffe l'économie. Et la courbe de l'affaire, vous connaissez tous, trop d'impôts tue l'économie. Donc il faut faire attention à ça. Et, ouais.
Big 2026, tu as encore des gens qui discutent la courbe de l'affaire, si tu veux. Tu as encore des mecs qui disent non, il suffit d'augmenter le taux d'imposition pour augmenter les recettes fiscales. Bon, désolé, Non, c'est pas comme ça. c'est faux. Et on le sait depuis Ibn Khaldun, en fait. C'est littéralement on le sait depuis le Moyen-Âge. Calmez-vous. Ouais. Je pense que les Romains le savaient aussi au bout d'un moment, mais bon, c'était une autre histoire. Bon, ok. Quelques autres questions avant que tu rentres l'antenne, mais je prendrai le relais. Et bon, celle-là, je la garde pour moi plus tard. Question. Attal, Philippe, Luxman, pourquoi dénoncent-ils tous à l'unisson les ingérences russes? Bah, ça, tu l'as expliqué, je pense. Pas la Ouais, on en a parlé. Pour exister, ouais. Et pour parler à l'électorat macroniste et dire, regardez, on est des vrais amis de Poutine. C'est comme l'affaire de l'Observatoire, tu sais. C'est-à-dire le kidnapping de Mitterrand. Voilà, c'est le même genre. Dans quel pays les choses marchent bien? Alors, vous avez la Norvège, qui, je le rappelle, est complètement bénéficiaire et a un fonds d'investissement qui est le meilleur fonds d'investissement du monde. En fait, ils ont le meilleur fonds souverain sur Terre. En Norvège, chaque Norvégien a l'équivalent de 50 000 $ de patrimoine. Chaque Norvégien qui naît, au lieu de naître avec 40 000 € de dette comme en France, naît avec un patrimoine de 55 000 $. Voilà. Je sais pas. Voilà. Oui, mais tu regardes, généralement, c'est les pays qui sont assis quand même sur des réserves de ressources naturelles. On l'était aussi, Alex. On l'était aussi. On a les nodules polymétalliques. On a des réserves d'hydrogène blanc. On a du lithium qu'on a découvert. On a découvert de l'uranium en Auvergne. Et bien sûr, on a notre espace maritime. Et après, on a nos fameuses idées, comme disait Giscard. On n'a pas de pétrole, mais des idées, c'est-à-dire le nucléaire. Donc, on avait des réserves de fou. Puis je te parle même pas des barrages hydroélectriques. Enfin, la France a un patrimoine de grands. Et de tous les forages au large de la Guyane aussi, dont on ne veut pas parler. Nicolas Hulot nous a interdit d'exploiter. Très bien. Ouais. Bon, vous avez aussi, parce que nous, on a un mini Venezuela qui s'appelle la Guyane, en effet. Ouais, c'est ça. Donc oui, non, on a beaucoup de choses, mais encore une fois, on a des choix politiques qui nous empêchent. Mais oui, il y a des pays qui vont bien. Et des pays qui allaient mal et qui se remettent. Tu parlais de Bukele du Salvador, clairement c'est un exemple. Et puis il y a après on ne connaît pas partout, mais ce que je vois moi surtout, c'est une fatigue de l'Occident. Les pays européens vont quasiment tous mal parce qu'ils ne veulent pas gérer et traiter les problèmes et ils sont dans le déni. Et donc, on est en train de mourir tranquillement en se reposant sur les lauriers d'anciens régimes impériaux qui sont maintenant des pays en récession, en crise démographique. Et ça, c'est encore une fois porté par une vision de société suicidaire et totalement morbide. C'est exactement ça. Là aussi, il fallait faire le point sur Davos, etc. Parce que je rappelle que oui, pendant tout là, on s'est amusé, on a montré le jet ski. Mais pendant ce temps-là, tu avais Yael Braun-Pivet qui disait les Français ont une forte demande pour l'aide à mourir. Donc déjà, Yael, il n'y a pas du tout de forte demande pour l'aide à mourir. Calme-toi. Il y a juste une demande de certaines obédiences bidons, parce que tu as d'autres francs-macs qui sont complètement contre. Et ils se rendent pas compte d'où ça vient. C'est-à-dire, tu sais, les gars, ils ont reçu les instructions d'en haut, ils le savent pas. Malheureusement, l'initié moyen n'est pas au courant du tout. Et donc, il se fait piloter la gueule vers des objectifs qui viennent tout droit de Davos ou autres, qui disent on va dépeupler ou récupérer les organes, parce que je rappelle que l'euthanasie, c'est aussi pour récupérer les organes. Bien sûr. Déjà, c'est à la fois, l'euthanasie, c'est quoi? C'est vous récupérez les organes, vous récupérez les retraites. C'est bien pour ça qu'on la pousse pas dans les pays qui ont une retraite par répartition, par capitalisation, pardon. Aux États-Unis, votre 401k, votre 401k, il vous appartient et vous pouvez le céder à vos enfants. Donc, quand vous mourrez, votre retraite, elle est héritable. En France, non, votre retraite n'est pas héritable. Donc, il y a un intérêt à faire mourir les vieux. Ça a toujours été le cas. On sait le cas de, Raffarin, les Guignols s'étaient foutus de sa gueule pendant la canicule. On a regardé, ils ont fait exprès de laisser mourir les seniors. C'est vrai. Pendant la canicule de 2001 ou 2000, c'est vrai, ils ont fait exprès de laisser mourir les seniors. C'est exact. Donc maintenant, il n'y aura pas tout le temps des canicules, hein, donc il faut parer à l'avenir. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'aide à mourir. Parce que voilà, d'après Yael Braun-Pivet, il y a une forte attente des Français pour l'aide à mourir. Très bien. Merci de m'avoir appris ça. C'est une société totalement folle, en fait, dysfonctionnelle. Et Yael Braun-Pivet, tu sens c'est pas non plus
La plus affûtée capacité de réflexion. Ouais, voilà. Mais voilà, elle est très bien là où elle est dans le cadre de la Macronie, mais elle n'a pas sa place en réalité au perchoir de l'Assemblée nationale. Bien sûr que non. Mais il n'y a rien qui va dans la Macronie. Je veux dire, Jean-Noël Barrot, Affaires étrangères, excuse-moi. On a eu Dominique de Villepin, on a eu Hubert Védrine et on a eu Roland Dumas. Excuse-moi. À quel moment, pour succéder à Hubert Védrine, Roland Dumas et Dominique de Villepin, tu mets Jean-Noël Barrot? Voilà. Il y a vraiment il y a un rituel d'humiliation, Alexis. C'est oui, oui, non, mais il y a surtout, je m'entoure de gens médiocres, comme ça je brille. Ça, c'est le principe du pervers narcissique et du mauvais manager. Sauf que la France méritait pas ça, quoi, c'est tout. Vu le corps noir qu'est Jean-Noël Barrot, ça c'est clair que tu vas briller à côté de lui. Il n'y a pas de problème. C'est sûr que si t'es une exoplanète, tu auras le rayonnement d'une étoile. Il n'y a pas de souci. Là, encore une fois, il est totalement à sa place sous le régime de la Macronie. Et Stéphane Séjourné qui est commissaire européen. Donc s'il fallait encore, tu vois, apporter d'autres arguments pour dire que la Commission européenne doit être démantelée, celui-là suffit à lui-même. Ouais, c'est exactement ça. Celui-là suffit à lui-même. Quelqu'un nous dit, est-ce que vous voulez parler de la Corée du Sud? Alors donne-nous plus de détails à Ayman 4595, que je ne sais pas de quoi tu parles quand tu nous parles de la Corée. C'est parce que Trump a dit qu'il en avait ras-le-bol des desiderata. La Corée du Sud ne veut pas venir faire la guerre à l'Iran. Il a dit, bon, bah, moi, j'en ai marre de la Corée du Sud, on va arrêter de vous payer parce que c'est encore, tu vois, il les a déjà désarmés. Le truc, c'est qu'il les a déjà désarmés. Voilà. Et il a dit, moi, de toute façon, mon pote, c'est Kim Jong. Donc la Corée du Sud, j'en ai rien à foutre, je préfère la Corée du Nord. Il a dit. Voilà, les Japonais ont kiffé. Alors, je te rappelle le coup de pression qu'il avait mis à la première ministre japonaise quand il lui avait dit, vous ne nous avez pas prévenu pour Pearl Harbor non plus. Hein. Donc, non, mais c'était ouf, c'était ouf. Oui, c'était magnifique. Et là, Gunther, Poutine est allé visiter les îles Kouril. Là aussi, c'est un petit message pour dire bon, quand l'Ukraine sera finie, venez pas essayer de faire une politique de déstabilisation dans le coin. Mais c'est exact. Et puis surtout, il faut rappeler quand même que Exxon réexploite déjà les gisements de Sakhaline. Hein. Donc, je veux dire, il y a ça aussi. Hein. Pendant que nous, on fait de France à Poutine, les Américains. Il y a des concessions Mercedes et BMW à Moscou. Il faut arrêter les conneries, quoi. Exactement. Faut rappeler ça aussi. Allez, une ou deux autres questions avant que tu rentres l'antenne. Comment faire pour faire fonctionner des centrales nucléaires avec des fleuves à sec? Bah non, les centrales nucléaires, on les construit jamais à côté d'un fleuve qui sera à sec pendant les canicules décennales. Ça n'arrive pas. Je sais que les Allemands ont eu des problèmes avec le Danube, mais en parlant, c'était une question. Nous aussi, on a eu quelques problèmes de débit aussi et de chaleur de l'eau. C'était pas le problème de sécheresse, c'était la chaleur en fait de l'eau. Oui, c'est un vrai problème. Si effectivement il y a ce réchauffement permanent qui s'installe, il y aura de toute façon des pertes de refroidissement maintenant. Continuer la R&D, on n'aurait plus, parce que les refroidissements dont on a besoin, genre Fessenheim aujourd'hui, c'est des technos qui ont 50 ans, 60 ans. C'est ça. 60 ans. Donc, maintenant, on a les Chinois ont bien montré, avec les centrales à sel fondu au thorium, les centrales à neutrons rapides, etc., ils ont besoin de beaucoup moins de refroidissement. Ouais. Et ça, tu vois, c'est assez incroyable parce que les Chinois, ils se posent pas de questions. Enfin, je veux dire, il y a une planification. C'est un régime qui planifie et qui fait tout pour assurer quand même la souveraineté de l'empire du milieu. Et peu importe ce que tu vois, parce que les Chinois pendant des années, on les a pris en gros pour ils savent rien faire, ils savent que copier, ils produisent tout pour la planète, mais t'inquiète, ils ont pas d'ingénieurs. Sauf que comme ils produisaient et qu'ils avaient tous les moyens de production, ils se sont dit on va faire des ingénieurs. Et aujourd'hui ils ont les ingénieurs. Et je peux te dire que ils en ont rien à foutre du reste du monde. Voilà les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.
Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Vos avis en commentaire. À bientôt.